Alors il y a Monsieur X qui est avec nous ce matin. On appelle Simon. On va l'appeler Mr. X. X, ok, d'accord. Ok. Ça te plaît? Ouais. Ça te plaît bien? Écoute, ça va. Ok. Monsieur X maintenant, parce qu'en fait on veut pas révéler l'identité ديالو. Exactement. Exact. Oui. Donc votre travail, انت psychologue كتخدمي مع الناس هادو اللي كيجيو باش تعاونهم psychologiquement. حيت كيكونوا كيكونوا معذبين كيكونوا حالتهم حاله. Oui. Déjà moi خصنا نعرفوا بان لو كوميساريا دي ناسيونز يوني بور لي ريفوجي كيستقبل ماشي غير الافارقه ديال جنوب الصحراء ولكن عندنا فلسطينيين وعراقيين. يعني اوكي. ماشي ضروري غير من جنوب الصحراء. بالنسبه لهاد لي ريفوجي وهاد لي مينور سي فري هما من دوبي لو بيي d'origine jusqu'au pays d'accueil ils vivent enfin durant la trajectoire ils sont sujets à plusieurs traumatismes et violences sexuelles, physiques, mentales. Okay. Ce qui fait quand ils arrivent au Maroc, ils sont vraiment dans un état très anéanti. Et ils arrivent dans un état, c'est très difficile. Alors tu as quitté la Côte d'Ivoire après la guerre. Tu voulais trouver un endroit pour en fait, tu étais à la charge de la sécurité, tout simplement. De la stabilité, oui. Donc, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu n'avais pas de passeport, pas de papier, rien du tout. Rien du tout. Et tu ne vivais pas dans la même ville que tes parents. En fait, tu vivais avec tes frères et tes sœurs. Et tes parents vivaient dans une autre ville. Et tu as décidé, pendant la guerre, tu as décidé de quitter. Comment ça s'est passé quand tu as quitté la Côte d'Ivoire? Bon, d'abord, vu que je ne vivais pas avec mes parents, donc bon, j'étais un peu plus non loin de la capitale. Oui. Et j'ai décidé de quitter avec ceux que j'étais, qui n'étaient pas aussi de ma famille, avec des amis, des grands, comme ça. Bon. Vous avez décidé de quitter tous ensemble, de quitter? Ok. Tous ensemble. Par peur de la guerre et par peur de ce qui s'est passé, vous avez décidé de quitter le pays. Et après, vous êtes parti au Ghana? Oui, nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Ghana. Et bon, les frontières étaient fermées et nous avons dû passer par fraude. Ok. Du Ghana, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Et bon, c'est par là que nous avons traversé par les pirogues, les petites pirogues là, parce qu'il y a un lac, un fleuve qui passe entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc nous avons traversé ça pour se mettre sur le sol. Comment ça? Vous avez nagé? Non, pas la pirogue. La pirogue, c'est-à-dire quoi la pirogue? Bon, la pirogue, c'est des gens comme un petit bateau qu'on rame avec. Ok, ça marche. Flouka. Oui, voilà. D'abord, quand nous sommes arrivés au Ghana, on a entendu parler du camp des réfugiés qui se trouvait au Togo. Ok. Donc, on a cherché à se rendre là-bas. Oui. Vu que, bon, on était à la recherche un peu de la sécurité. Oui. Et moi, j'ai fait particulièrement près de 6 à 7 mois là-bas pour quitter. Et tout ça, alors, comment ça s'est passé pour l'argent, pour manger, comment tu as fait? Bon, d'abord, pour l'argent, lorsqu'on sortait d'abord, moi, personnellement, j'avais pas d'argent. Mais mes amis, je recevais des aides, quoi. Bon, eux, ils m'aidaient. Et lorsque nous sommes arrivés au Togo, il y a l'UNICEF qui s'occupait un peu des gens au camp. Oui. Donc, bon, par là, on recevait des aides, paniers alimentaires, on avait des tentes qui étaient dressées dans le camp où on dormait, on recevait des couvertures, la nourriture qu'on nous partageait pour le mois. Qu'on nous partageait pour le mois. Jusqu'à ce que, bon, j'ai vu que le camp n'était plus stable. Le nouveau sécuritaire n'était plus. Donc il fallait encore bouger en fait. Bouger en fait. Et donc ça a continué. Je quitte le camp de réfugiés. C'est là où tu as eu un papier en fait. Oui, un papier qui m'a été délivré par le gouvernement togolais. Parce que tu n'avais pas de papier. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu n'avais pas ni passeport, ni aucune pièce d'identité. Et c'est là-bas que tu as eu un papier qui a attesté avec ton nom, avec ton prénom et avec ta photo. Oui. Après tu as bougé en autocar, c'est ça? L'autocar par la suite. Après tu es parti au Niger. C'est ça? D'abord, je suis allé au Togo. Du Togo au Bénin. J'ai traversé le Bénin pour aller au Niger. Ça, c'était comme ça, en autocar, ça? Oui, en autocar. Ok. Oui. Et j'ai passé par la route en autocar pour arriver jusqu'au Niger. Et au Niger, j'étais un peu bloqué par les moyens financiers. Oui. Et des gens qui passaient comme ça. Bon, j'ai approché une femme et son mari, je leur ai expliqué mon problème du nouveau financier, que j'avais pas vraiment de l'argent pour me payer, pour continuer la route. Et ils t'ont aidé? Et bon, c'est eux qui m'ont aidé jusqu'à arriver en Algérie. Ok. Nous avons traversé, ils m'ont laissé à Tamaracet, qui est la première ville entre l'Algérie et le Niger. La ville frontalière. Et arrivé là aussi, j'étais bloqué par les moyens financiers. Le logement là où nous étions,
le propriétaire lui demandait une somme de 100 €, rien que pour... Lorsque tu arrives et tu poses ton pied dans la maison, oui. tu dois payer, c'est obligé que tu payes la somme de 100 €. Il faut payer. Et en fait, donc toi, Monsieur X, en fait, toi, tu voulais venir au Maroc parce que vous le savez déjà, et avec tes copains, avec tes potes, avec tous ceux avec qui tu es venu, vous savez que le Maroc était un pays avec une stabilité, est un pays stable, et que vous saviez que... Oui. Vous avez entendu ça avec les médias, c'est ça? Oui, à travers les médias. Oui. Les médias, c'est pour ça que vous avez fait toute cette traversée, un peu à pied, un peu autocar, vous avez payé. Après t'es arrivé à Oujda. Oui. Oui. Après t'es arrivé à Oujda. Et donc c'est à Oujda qu'on t'a expliqué qu'il fallait venir à Rabat. À Rabat. Et en sachant que t'as pas 18 ans, t'as pas encore 18 ans. Quand t'es arrivé, t'avais quoi? T'avais 16 ans, c'est ça? Oui, 16 ans. Oui. T'avais 16 ans quand t'es arrivé. Donc après t'es arrivé à Oujda. Tu t'installes dans une forêt. Oui, dans une forêt près de la fac. Oui. Et lorsque nous étions installés là, bon, on était obligé de, vu qu'on n'avait pas des papiers, on était des sans-papiers, nous tous qui étaient là-bas, qui ne sont pas rentrés sur le territoire selon la règle. Donc, bon, nous étions obligés de dormir avec un œil, c'est-à-dire on dort de 19h jusqu'à 4h du matin au maximum. Ouais. Parce que chaque jour, il y avait la police et la gendarmerie qui venaient déloger des gens pour... Donc vous devez dormir entre 19h et 4h pour éviter en fait la police. Le refoulement. Pour éviter le refoulement. Ok. Et après par la suite, donc tu viens à Rabat. Oui, à Rabat. Et comment tu as réussi à venir à Rabat? Bon, à Rabat, c'est une femme marocaine qui m'a aidé à Oujda, qui travaille dans un restaurant, un snack, où je suis allé un jour. Bon, j'avais presque rien à manger et je suis allé pour lui demander de quoi manger. Donc, c'est elle qui m'a donné la nourriture. Oui. J'ai mangé, elle m'a donné une couverture, plus un pullover. Je me suis retourné. Puis 2 jours après, je suis venu la voir pour lui expliquer mon problème. Oui. Et bon, elle m'a payé le transport à la gare routière de Oujda jusqu'à Rabat. Et Bedra, donc Bedra, tu es psychologue avec la Fondation Orient-Occident. En fait, on s'est vu, quand j'ai commencé à travailler il y a déjà 1 an. Oui. Donc, la Fondation Orient-Occident, en collaboration avec le HCR, on propose des activités. Okay. Déjà, il faut savoir que la Fondation Orient-Occident, c'est le partenaire social du HCR. Oui. Alors, il y a tout un staff qui travaille au profit de la population subsaharienne, mais spécialement les réfugiés. Donc, il y a des assistants sociaux, il y a la responsable d'éducation, de la formation, la responsable du centre. Et alors, pour les mineurs... disons qu'on propose des activités, déjà, il y a le suivi psychologique pour les aider quand même à contenir cette souffrance, à travailler tout ce qu'ils ont, à revoir tout ce qu'ils ont pu vivre et tout, parce que c'est très douloureux quand même. Le fait de partir, de voir, parce que c'est vrai que l'histoire quand même de Monsieur X elle est particulière, mais il faut voir qu'il y a des histoires qui sont très douloureuses. Il y a des jeunes qui ont vu leurs parents vivre devant leurs yeux. Ils ont vécu des traumatismes. Ils ont vu mourir devant. Oui, voilà. Ouais. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Tu dis de voir vivre. Le lapsus. Ouais. Alors, oui, il y a des filles aussi qui se font violer durant la trajectoire. Alors, c'est très douloureux. Donc, quand ils arrivent, parce qu'à ce moment-là, c'est juste sauver leur vie. Mais une fois qu'ils sont là, il y a l'état de... Le retour du refoulé. Allah qui يعاودوا يعيشوا داكشي ويعاود يحسوا به une fois que Allah لقاو فين يسكنوا شنو ياكلوا. اوكي اي هما كيجيو المغرب على قبل السلام على قبل الامان، حيت هما كيسمعوا في البلاد ديالهم بان راه كاين بغيتي السلام بغيتي الامان المغرب. ودابا هو لما انت وصلتي après donc monsieur X est arrivé à Rabat, tu as dû travailler un peu, faire des travaux à droite et à gauche. Tu as fait quoi? Tu as travaillé tu as tout fait. Aide-maçon, tu as travaillé comme aide-maçon, tu as travaillé pendant et après l'installation c'était pas très facile. On parlait de logement, d'un foyer. Exact, un foyer. En fait فاش كيوصلوا كيلقاو واحد الفويي كيسكنوا فيه شحال الثمن ديالو 200 dirhams le mois. En fait, c'est un foyer. Déjà, tout se passe au niveau de Oujda. On leur dit que voilà, si vous partez à Rabat, alors on les manipule. Vous voyez que là, مشيتوا للرباط راه غادي تلقاو كل شيء مزيان، غادي نعاونوكم، عندكم فين تسكنوا وهذا. Mais une fois كيوصلوا للرباط كيلقاو سي واحد لو سورت دو فويي، سي ان ترو نوار، يعني فيه مجموعه ديال البيوت وكل بيت فيه تقريبا بيوت صغار وستة الفراشات يعني وجوست ils viennent juste pour passer la nuit. Alors toute la journée ils déambulent dans les quartiers. Il y a ceux qui font de la mendicité, ceux qui travaillent dans des chantiers.
de maçonnerie. Ou en plus, pourquoi la manipulation? Parce que بحال كنحاولوا نفهموا ما كاينش اللي يعاونكم ما كاينش واخا زعما بالاشسير ولكن ما كنبغيوش نوريو لهم فين جاو هاد لي زو ان جي باش يبقاو ديما يخلصوا دوك لي 200 درهم باش وحدين اخرين يبقاو يستغلوهم. Et donc après donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce qui se passe c'est que maintenant toi tu as un statut de réfugié maintenant. Oui. Il y a une demande, non, il y a 2 étapes. Oui. Alors déjà فاش كيوصلوا من مثلا pour monsieur X اللي وصل من la Côte d'Ivoire للمغرب كيتسمى مهاجر un migrant, d'accord, migrant clandestin. Mais une fois qu'il le HCR كيتسمى un demandeur d'asile parce qu'il dit que voilà, il a fui le pays à cause de la guerre. Donc هو طالب اللجوء. من بعد après plusieurs entretiens, voilà, ce sont des entretiens qui se font au niveau du HCR كيحاولوا يشوفوا واش effectivement هاد la personne elle a fui pour les raisons de guerre. OK. Alors après un moment, on lui accorde le statut de réfugié. Mais il y a d'autres qui ne le reçoivent pas parce qu'il s'avère qu'ils ont menti, ils sont finalement que des migrants économiques. Priorité aux mineurs? La priorité aux mineurs, oui, mais ça dépend aussi du HCR et des critères aussi. Mais normalement, on essaye d'aider les mineurs parce que souvent, ce sont des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire voilà, qui se retrouvent seuls. Très bien. Bon, monsieur X, maintenant, tu as ta carte de réfugié maintenant. Oui. Et là, tu as bénéficié d'une formation professionnelle, oui. Formation professionnelle à l'OFPTT, électricité en bâtiment. Ok. Et là, tu es en train de passer ton stage. Oui. Stage. Ok. Et toujours en contact avec... Tu as repris contact avec ta famille? Bon, un peu. Côte d'Ivoire? Bon, pas vraiment en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que bon, ils sont dans la sous-région de l'Afrique, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ok. Mais tu as repris contact avec eux? Oui. Ok. En tout cas, ça se passe mieux. Comment ça se passe pour toi? Bon, un peu mieux, je peux dire. Bon, je peux pas dire mieux à 100%. 100%. Parce que, mais bon, quand même mieux qu'avant, quoi. Ouais. Donc, comme on le dit souvent, nous les subsahariens, on le dit 1 mieux que 0. Ouais. Donc, bon, c'est un peu mieux. Ok. Bah écoute, en tout cas, bon courage et bonne chance. Monsieur X.